Bonjour Pierre-Henri. Bonjour Luigi. Alors, a priori, vous êtes biologiste et généticien. En quoi ça consiste exactement ce métier? Le métier de biologiste, ça consiste à étudier les êtres vivants. Alors les êtres vivants, on peut les étudier dans des laboratoires, dans la nature, dans des ordinateurs, en essayant de simuler ce qu'ils peuvent faire, etc. Donc ça c'est un premier aspect. Et puis alors généticien, c'est un peu particulier, c'est les gens qui étudient comment sont héritées les caractéristiques des êtres vivants à travers les générations. D'accord. Donc en fait, vous étudiez l'histoire naturelle des êtres vivants, c'est à peu près ça. L'histoire naturelle, en quelque sorte. Ce qu'on appelle l'histoire naturelle, souvent, c'est quand on les étudie un petit peu dehors, pas dans les laboratoires. Mais enfin... Et pour vous, c'est quoi un être vivant Alors, un être vivant, il y a deux définitions. Il y en a une qui est basée sur le fait qu'un être vivant, ça a une physiologie, ce qu'on appelle un métabolisme, c'est-à-dire ça mange, la nourriture est digérée, elle va devenir des choses, elle va permettre de croître, de faire des actions, et puis éventuellement d'ailleurs de faire des petits un jour ou l'autre, des descendants. Bon. Donc un être vivant dans ces cadres-là, on va dire que c'est un ensemble coordonné de matière et d'énergie qui fonctionne de façon intégrée, quoi. Une autre manière de voir les choses, c'est de dire qu'un être vivant, c'est caractérisé par la reproduction. Et en fait, c'est le produit de la reproduction d'êtres précédents qui ont été sélectionnés. Alors, ça, il faudra qu'on en reparle quand même. La sélection. Qui ont été sélectionnés de façon à être le plus efficace possible en termes de reproduction. Donc, on peut voir les êtres vivants soit comme des entités issues d'un processus de reproduction avec sélection, soit comme des entités physiologiques avec... Alors, ce qui est intéressant, c'est que les deux définitions pour Luigi, par exemple, ça marche. Les deux marchent pareil. Il y a eu une série de reproductions qui ont abouti à Luigi. Et aussi, évidemment, Luigi a un métabolisme, il mange, il se déplace, etc. Donc tout ça, c'est simple. Mais il y a des êtres pour lesquels les deux définitions ne sont pas d'accord. Là où ça devient plus compliqué, c'est pour les choses très petites comme les virus. Alors les virus, ils n'ont pas de métabolisme, ils n'ont pas de physiologie, ils ne mangent pas. C'est juste de l'ADN. Et pour se développer, ils vont rentrer dans des cellules comme les nôtres, et là, ils vont se développer. Donc en eux-mêmes, ils n'ont pas de physiologie, et du coup, on peut dire qu'ils ne sont pas vivants. Et ils se reproduisent Mais pourtant, ici, ils se reproduisent, mais en utilisant le fonctionnement d'une autre cellule, une bactérie ou une cellule de mon organisme. Par exemple, quand j'ai un rhume, le virus, il est dans les cellules de mon nez, et là, il se reproduit grâce aux cellules de mon nez, mais lui, il ne fait rien. D'accord. Voilà, donc ça, c'est un premier aspect. À l'opposé, la Terre. Est-ce que la Terre est un organisme vivant? Alors, il y a un débat là-dessus. Dans la définition physiologique, dans la définition où on dit qu'il s'agit de matière qui s'organise avec de l'énergie, eh bien oui, la Terre est un être vivant. Mais la Terre ne se reproduit pas. Il n'y a pas une terre et puis des petites terres et puis une sélection qui garde les bonnes et qui élimine les mauvaises. Donc, du point de vue de la définition à base de reproduction, la Terre n'est pas un être vivant. Donc en fait, nous sommes a priori tous des organismes qui sont différents. Et je sais aussi qu'il y a des espèces. J'ai entendu parler de cette chose-là, les espèces. Est-ce que, d'abord, qu'est-ce que c'est une espèce? Est-ce que c'est comme une famille ou est-ce que c'est autre chose? Non, une espèce, d'abord, ça n'existe pas vraiment. Une espèce, c'est une boîte qu'on utilise pour reconnaître des trucs vivants. Maintenant, scientifiquement, eh bien, on s'est rendu compte que ce qu'on devait appeler espèce, c'était encore toujours des boîtes, mais des boîtes qui désignent des individus qui ont une espèce de cohésion, justement, génétique en termes de reproduction. Ils proviennent d'un même ancêtre, si on remonte suffisamment loin en arrière. Donc de ce point de vue-là, c'est un peu comme une famille, mais beaucoup plus loin. Et que, mais que ces espèces, on peut les regrouper en catégories plus grosses. Par exemple, un poulet et un moineau, c'est tous les deux des oiseaux. Alors donc là, on va regrouper l'espèce poulet et l'espèce moineau dans la catégorie oiseau. On dit qu'il y a des espèces qui disparaissent, Pierre-Henri. Est-ce qu'il y a aussi des espèces qui apparaissent? Et comment elles font, ces espèces, pour apparaître, si c'est possible? C'est ce qu'on disait à l'instant. En fait, elles n'apparaissent pas. C'est pas comme ça que ça se passe. Il n'y a pas d'un coup crac une nouvelle espèce. Mais dans une espèce, tout le monde n'est pas pareil.
Et il y a des populations qui sont plus ou moins différentes. Et puis au cours du temps, certaines populations vont devenir de plus en plus différentes. Et un beau jour, elles seront assez différentes pour qu'on décide de les mettre dans des boîtes différentes et de dire que c'est deux espèces. Donc ça, c'est le point important. C'est-à-dire que c'est un processus qui se passe relativement graduellement. Hein. Ça peut aller assez vite, mais n'empêche que c'est un processus comme ça. Et ce n'est pas l'apparition d'une espèce, c'est simplement la différenciation de deux lignées qui, à partir d'une espèce, en font deux, et ainsi de suite. Et c'est l'équilibre entre cette différenciation et ces extinctions qui fait la biodiversité. Si on imagine que la diversité du vivant, c'est quelque chose de stable, eh bien, on n'a rien compris. La réalité, c'est que l'équilibre de la dynamique du vivant, ce n'est pas un équilibre stable comme une statue posée sur le sol et qui, si on la bouge un peu, ben, elle revient où il faut, si on la bouge trop, elle tombe. C'est comme un vélo. Un vélo, c'est pas ce qui bouge qui tient debout. Oui, c'est dynamique. Hein, donc, la diversité du vivant, c'est parce qu'il y a constamment des espèces qui s'éteignent et d'autres qui se différencient que ça tient debout. Par exemple, la sélection naturelle, qu'est-ce que c'est? Ça fait partie de cette chose-là, la sélection naturelle? Alors la sélection naturelle, elle a à voir avec ça de deux manières. Premièrement, donc la sélection naturelle, au départ, le principe est simple. Il y a des individus tous différents. On est dans la nature et il n'y a pas de place pour tout le monde. Et ben, il y en a qui vont réussir à faire des petits et d'autres pas. Et ceux qui réussiront, ça sera probablement parce qu'ils étaient plutôt plus capables de le faire dans le milieu tel qu'il est. Tous aussi simplement que ça. Par exemple, s'il y a du soleil et que on regarde une plante, et bien la plante qui va réussir à avoir plus de soleil que les autres va réussir à faire plus de graines et donc elle aura plus de descendants. Donc la plante la plus grande, qui va pouvoir passer au-dessus des autres, va être gagnante. Et c'est comme ça qu'on voit apparaître des arbres. Il y a plusieurs mécanismes qui permettent de courir plus vite. Et un des mécanismes, c'est de fabriquer plus de diversité, de faire plus d'individus différents, de manière à ce que des solutions aux problèmes évolutifs soient trouvées plus rapidement. Et une manière pour faire plus de diversité, eh bien, c'est le sexe. Parce que si on se clonait bêtement, eh ben, tous les descendants seraient pareils et on n'irait pas très vite dans la course. Et bien sûr, plus on est proche dans l'arbre du vivant, donc on est en fait parents avec les plantes. Mais comme ça fait bien longtemps qu'on est séparés d'elles, et du coup on ne leur ressemble plus beaucoup comme ça à regarder. Non, je ressemble pas. Il y a des gens qui n'ont pas l'air très actifs, mais quand même. Les laitues. Enfin bon. Mais non, mais on a quand même beaucoup de choses en commun avec les plantes, hein, franchement. On a plein de gènes en commun avec elles, et puis nos cellules et les cellules de plantes ont plein de choses en commun, etc. Évidemment, si je prends un animal plus proche de moi, je vais trouver plus de ressemblances, même si jamais il ne me ressemble pas tellement. Tenez, cette baleine-là, elle ne me ressemble pas terriblement quand même. Mais si je regarde un petit peu en détail, ben, elle a une colonne vertébrale comme moi, elle a des côtes comme moi, et puis si je regarde son bras, sa nageoire, ça c'est sa nageoire. Hein, quand on voit une nageoire de baleine, ça ne ressemble pas à un bras. Mais regardez, il y a une omoplate ici, c'est la même que la mienne ici. Il y a un numérus, c'est le même que mon numérus. Là, il y a radius cubitus comme moi. Hein. Et puis là, il y a les os du carpe. Et puis, c'est une main en fait, mais simplement, ça ne sert pas de main parce qu'il n'y a pas de doigt. Tout ça, c'est une seule. C'est une nageoire. Donc, pourquoi est-ce qu'on se ressemble tellement, baleine et moi? Tout simplement parce qu'on est parents. Et que, comme on est apparentés, on a un ancêtre commun il n'y a pas très longtemps en fait. Elle est partie dans la flotte et puis moi, je suis resté sur Terre. Et puis moi, je suis monté dans les arbres avec les autres singes, et puis on est redescendu, etc. Bon, bref, et voilà, mais c'est parce qu'on provient de la même lignée, qu'on a la même origine, qu'on se ressemble tellement. Nous, on est des Homo sapiens, je crois. Est-ce que vous pouvez imaginer à quoi ressemblera un Homo sapiens dans, par exemple, 1 million d'années? Bon, je voudrais pas être trop... je voudrais pas vous attrister, mais... Je ne suis pas sûr qu'il y aura encore des Homo sapiens dans 1 million d'années. La plupart des espèces de grosse taille s'éteignent assez vite. Alors pourquoi est-ce qu'elles se développent pas? Pourquoi est-ce qu'elles s'éteignent plus vite que les autres? D'abord, il y a plusieurs raisons. L'une, c'est que si jamais elles sont fragiles quand même, hein, elles ont besoin de beaucoup manger. Donc si jamais il y a un problème écologique grave, et ben, un jour ou l'autre, il n'y a plus assez à manger. Comme c'est des grosses espèces, ben, si jamais elles sont très nombreuses, elles bouffent complètement tout ce qu'il y a, il ne reste plus rien. C'est ce qu'on est en train de voir sur la Terre. Et si elles ne sont pas assez nombreuses, en revanche, ben, la probabilité que par hasard, elles finissent un jour par s'éteindre est non nulle.
Voilà, je peux Donc, encore ouais, rentrer dans des d'accord, tas oui, d'autres détails. Ça ne sera pas nécessairement catastrophique, ça peut être simplement que les gens décident que ça va, ils ont assez vu, Oui, qu'ils ils n'ont ont- plus envie de faire des enfants, qu'ils ont juste envie de vivre leur vie tranquille. Ouais, ouais. Pour qu'une espèce s'éteigne, il suffit que chaque couple fasse moins de 2 enfants en moyenne. D'accord. Il n'y a pas besoin que tout le monde soit tué, hein. Mais imaginez que tous les humains décident qu'ils ne font pas plus de 1 ou 2 enfants, Ouais. et ben c'est fini, S'ils l'espèce va devenaient, s'éteindre tranquillement. tous chinois en faisant un enfant, je ne sais plus qui est-ce qui a cette politique, mais si on faisait tous un enfant par Ouais. couple, terminé, Ça s'arrête en très peu de temps. d'accord. Je pense que de toute façon, effectivement, dans 1 million d'années, elle ne nous ressemblera plus tant que Oui. ça, hein. C'est qu'il y a des gens qui rêvent de nous transformer en cyber Ah oui, oui, oui. organismes, de cyber nous mettre des quelque puces chose, dans le oui. cerveau, des machins dans les bras, des yeux qui voient dans l'infrarouge, etc. Sincèrement, je préférerais qu'on s'éteigne.